une patrouille de 2 agents de la garde nationale a été victime d'une attaque au couteau à Sousse. L'un d'eux est tombé en martyr et l'autre, blessé, est hospitalisé. Les forces de sécurité ont poursuivi les assaillants qui avaient volé la voiture de la patrouille et s'étaient emparés des pistolets des victimes, a indiqué Oussem Eddine Djebabli, porte-parole de la garde nationale. Tout en précisant que la voiture de la garde nationale et les armes avaient été récupérées par les forces de l'ordre, Oussem Eddine Djebabli a également indiqué que 3 terroristes ont été tués dans un échange de tirs. L'attaque et la poursuite des assaillants ont eu lieu dans le quartier d'Akouda, dans la zone touristique d'El Kantaoui, selon la garde nationale. Le ministère de l'Intérieur a confirmé la mort des 3 assaillants dans un échange de tirs avec les forces de sécurité, sans donner davantage de détails. Le président tunisien Kaïs Saïed, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, a indiqué lors d'une discussion avec un responsable sécuritaire que les assaillants avaient heurté les 2 gendarmes, puis les avaient poignardés. La ville de Sousse, où a été tué le gendarme ce dimanche, a notamment été le théâtre d'une attaque djihadiste meurtrière en 2015. Le Royaume est prêt à mettre à disposition des Libyens un espace pour qu'ils puissent discuter selon leur volonté et applaudira quel que soit le résultat, a déclaré le chef de la diplomatie marocaine peu avant le début des discussions. Celle-ci se déroule à huis clos dans un grand complexe touristique de la ville côtière de Bouznika. À l'initiative du Maroc, le dialogue libyen réunit 2 délégations de 5 députés issus du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le Maroc n'a pas d'agenda ni d'initiative à présenter, a ajouté Nasser Bourita, en appelant à une solution par les Libyens sous l'égide des Nations Unies. Dans le même temps, dimanche, à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan discutait avec Fayez al-Sarraj, chef du GNA, a indiqué sans autre détail la présidence turque sur Twitter en publiant 2 photos des 2 hommes. Sur fond d'implications étrangères croissantes, la Libye est déchirée depuis 2015 entre 2 pouvoirs. Les 2 camps en conflit ont annoncé le 22 août séparément un cessez-le-feu et des élections dans ce pays meurtri par les conflits depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Avant ce cessez-le-feu, l'interférence d'armées étrangères a exacerbé le conflit avec les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie dans le camp Haftar, et de l'autre, la Turquie et le Qatar. Les principaux pays concernés avaient promis en janvier de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires internes libyennes à l'issue d'un sommet à Berlin. C'est au Maroc qu'a été conclu le 17 décembre 2015, sous l'égide de l'ONU, l'accord de règlement politique de Skhirat, en vertu duquel a été créé le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled al-Meshri, ont été reçus en juillet, séparément à Rabat, par le chef de la diplomatie marocaine. L'initiative du dialogue libyen portée par le Maroc a réuni depuis dimanche 2 délégations de 5 députés issus du Haut Conseil d'État libyen à l'ouest et du Parlement de Tobrouk à l'est en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Abdel Salam al-Safraoui, qui préside la délégation du Haut Conseil d'État libyen, avait fait savoir lundi que le dialogue s'était concentré sur les nominations à faire à la tête des institutions régaliennes du pays. Les pourparlers ont débouché sur d'importants compromis. Le dialogue politique se déroule de manière positive et constructive. Les 2 parties espèrent obtenir des résultats positifs et concrets susceptibles d'ouvrir la voie à l'achèvement du processus d'un règlement politique global. D'importants compromis ont été conclus, notamment l'établissement de normes claires visant à éradiquer la corruption et la dilapidation des fonds publics et à mettre fin à l'état de division institutionnelle. Vive la Libye libre et indépendante. Les 2 camps ont annoncé le 22 août séparément un cessez-le-feu et des élections dans ce pays meurtri par les conflits depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Les postes de directeur de la Banque centrale, de la Compagnie nationale de pétrole et de chef des armées sont ceux qui divisent le plus les 2 camps selon des médias libyens.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a qualifié lundi l'accord de Chrirat de testament de l'engagement résolu du Maroc à trouver une solution à la crise libyenne, tout en souhaitant que la nouvelle initiative du Royaume ait un impact positif. Floride, Caroline du Nord, Michigan, Pennsylvanie, Nevada, au premier jour d'une série de déplacements dans 5 États clés, le président américain a évoqué le volet financier du combat qu'il mène face aux démocrates Joe Biden à l'approche du scrutin du 3 novembre. Donald Trump s'est dit prêt mardi à mettre la main à la poche si cela s'avérait indispensable dans la dernière ligne droite de sa campagne. Il accuse ses adversaires de noircir le tableau de la situation sanitaire liée au coronavirus et d'imposer par pur calcul électoral des restrictions excessives dans les villes et États qu'il contrôle, faisant référence à Joe Biden et Kamala Harris. Biden a maintenant formé une alliance impie avec les éléments les plus extrêmes et les plus dangereux de la gauche radicale. Vous le savez, avec le fou de Bernie Sanders et tout le monde. Et au fait, vous savez qui est plus à gauche que ce fou de Bernie? Kamala. Joe Biden et son parti ont passé tout l'été à encourager les émeutiers qui sévissaient dans les villes dirigées par les démocrates, les qualifiant à tort de manifestants pacifiques. Et nous vous appelons les manifestants pacifiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des règles dans ces États dirigés par des démocrates qui stipulent que si vous faites campagne, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 personnes. Ils ont fait ça pour moi. Face à la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 189 000 morts dans la première puissance mondiale, le locataire de la Maison-Blanche fait aux Américains une double promesse, l'arrivée imminente d'un vaccin et un spectaculaire rebond de l'économie. Dans un contraste saisissant avec le milliardaire républicain, Joe Biden, lui, n'a à ce stade qu'un déplacement prévu mercredi dans le Michigan. Lors de l'audience mardi à Alger, le procureur a requis comme en première instance 4 années de prison ferme et une amende de 50 000 dinars, soit 330 € contre Khaled Drareni, directeur du site d'information en ligne Kasbar Tribune, également correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision francophone TV5 Monde et pour RSF. Le verdict est attendu le 15 septembre. Ce réquisitoire totalement infondé et extrémiste fait craindre le pire pour notre ami et confrère, a estimé mercredi le secrétaire général de RSF, Christophe Deloy, dans un communiqué. La vacuité du dossier et l'absurdité des accusations sont patentes. Il revient aux autorités algériennes d'arrêter cette furieuse fuite en avant dans la répression, a souligné Deloy en appelant toutes les bonnes volontés à se mobiliser pour faire pencher la balance du côté de la justice véritable. Au cours de l'appel, Drareni, 40 ans, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie et soutenu par une forte mobilisation pour sa libération, a rejeté catégoriquement les accusations portées contre lui. « Je suis un journaliste et non un criminel. Le journalisme que je pratique ne menace pas la sécurité du pays, mais le protège », a-t-il plaidé à l'issue de l'audience. Incarcéré depuis le 29 mars au centre pénitentiaire de Koléa, près d'Alger, Khaled Drareni a été condamné le 10 août à 3 ans d'emprisonnement et à une amende de 50 000 dinars pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Un verdict d'une sévérité sans précédent qui a surpris et indigné ses confrères. D'épaisses colonnes de fumée visibles. Des hélicoptères de l'armée libanaise tentant d'éteindre le feu, un entrepôt, des bidons d'huile et des roues de voiture dans la zone franche du port de Beyrouth a pris feu ce matin. Un incendie qui survient 5 semaines après l'explosion meurtrière qui a fait au moins 190 morts et plus de 6500 blessés, dévastant des quartiers entiers de Beyrouth. La Croix-Rouge libanaise a fait état d'une personne blessée par suffocation.
C'est le deuxième incendie en moins d'une semaine dans le port. L'armée avait rapporté mardi un incendie qui avait touché des déchets, des morceaux de bois et des pneus. Les causes et les circonstances de ce nouvel incendie ne sont pas encore établies. La justice a annoncé mercredi des poursuites contre 3 employés des douanes actuelles ou à la retraite, notamment pour manquement délibéré dans le cadre des enquêtes du drame du 4 août. Au total, près de 25 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des hauts dirigeants de l'administration et de la sécurité du port. Le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé que 10 pays de l'Union européenne vont accueillir quelques 400 migrants mineurs non accompagnés évacués de l'île grecque de Lesbos après l'incendie gigantesque du camp de Moria. Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt. Nos contacts avec les pays membres de l'Union européenne ont conduit à ce que 10 pays membres participent à l'aide, c'est-à-dire au transfert des mineurs non accompagnés. Et nous sommes toujours en discussion avec d'autres pays. Und wir sind aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch. Le ministre allemand de l'Intérieur a également précisé que l'Allemagne et la France prendraient en charge chacun 100 à 150 de ses enfants. J'ai 2 frères et une famille élargie et tout le monde est très triste que cela soit arrivé. Mais en même temps, nous voulons vraiment célébrer la vie la plus merveilleuse et quelqu'un qui nous a apporté une grande fierté et une grande joie à de nombreux niveaux. C'était donc un père merveilleux, c'était un merveilleux défenseur. En fait, nous avons toujours essayé de lui demander de ralentir et il ne voulait pas spécialement avec Marikana à la commission. C'était à Rustenburg pour commencer et cela signifiait 1 heure ou 2 de voyage supplémentaires par jour et il le faisait volontiers et il rentrait à la maison pour travailler davantage. Il n'a donc vraiment eu qu'1 an sans travailler et malheureusement sa santé a commencé à décliner. Les derniers mois ont été difficiles. Il s'est lentement détérioré. Il ne pouvait pas vraiment communiquer et c'était vraiment très difficile pour un homme qui passait la plupart de son temps à parler. Pour tous ceux qu'il avait rencontrés, les chances de pouvoir placer un mot pendant qu'il parlait étaient très minces. C'était un grand raconteur qui parlait beaucoup. Souvent, des personnes très importantes venaient lui rendre visite et il s'asseyait sur le patio et les emmenait dans le jardin dans ses pantoufles toutes boueuses et son pyjama. Nous essayions toujours de lui dire « Papa, s'il te plaît, tu sais, l'ambassadeur de tel ou tel pays vient te voir, ou le vice-président ou le président vient, ne peux-tu pas juste t'habiller ?» Et il disait « Écoute, je suis comme ça et voilà. »